La rupture Tito-Staline a mis l'Albanie dans une situation très particulière. Elle devient un pays littéralement coupé du monde. Elle interdit catégoriquement à quiconque de s'évader du pays, sous peine de 20 ans de prison. Il y a des barbelés tout autour des frontières. Remarque aussi que l'Albanie n'a aucune frontière avec l'Union soviétique. Et ça c'est un bon point parce que ça veut dire que Khrouchtchev aura des difficultés à l'attaquer directement. Après c'est pas trop son genre à Khrouchtchev d'attaquer. Enfin, c'est pas... Il est beaucoup moins belliqueux que Staline. Non c'est vrai. Bah écoute, je te laisse expliquer ça aux Hongrois. Attaquer l'Albanie est donc quelque chose de difficile à concevoir pour Khrouchtchev. Finalement, ce pays va plutôt devenir une sorte de poste avancé du monde communiste en territoire européen. Les soviétiques le savent, et d'ailleurs, les Américains le savent aussi. En 1949, ils essaieront même d'y débarquer et d'y parachuter des Albanais hostiles au régime. Il y a eu une tentative d'attaque de l'Albanie pendant la guerre froide. Oui, alors tout le monde a complètement oublié, mais oui, les Américains et les Britanniques ont cherché à déstabiliser le régime, mais en fait, tous les débarqués et parachutés sont tombés nez à nez avec les militaires albanais qui les attendaient de pied ferme. Ils avaient été prévenus? Oui. Par qui? Aujourd'hui, on sait que les Albanais ont été prévenus par un espion soviétique qui travaillait dans l'Intelligence Service. Il s'agit de Kim Philby, un membre des Five of Cambridge, l'un des plus célèbres espions de la guerre. Cette opération s'est terminée en fait par un désastre, en fait un procès, puisque les prisonniers ont été jugés en 1954 et une campagne de terreur s'est abattue sur toute l'Albanie, à la fois sur eux, sur leurs proches, leurs familles et leurs supposés complices. Bilan, des centaines de personnes sont mortes simplement par la faute d'un seul espion, qui n'a par ailleurs pas l'ombre d'un remords. L'isolement de l'Albanie est une évidence qui ne cesse pas de s'accentuer. Les déboires de ses alliances successives avec les Yougoslaves, avec les Soviétiques, avec les Chinois, ont fini par convaincre Hoxha d'une sorte d'exception albanaise. Chez lui, le marxisme-léninisme, c'est légitime par ses sources nationales. Hoxha est un nationaliste? Pas vraiment, parce que si c'en était un, il aurait tout fait pour récupérer le Kosovo. Au moins pendant la guerre. Mais en fait, avec le temps, il a nourri le mythe national de façon indirecte. Les Albanais aiment leur pays. Et Hoxha leur donne l'impression que ce pays est effectivement unique, supérieur à tous les autres dans le monde. Quand il leur dit dans un discours « Tito est un méchant révisionniste marxiste », et en plus il persécute nos frères du Kosovo, qu'est-ce que tu veux, tous les Albanais ils applaudissent. Hoxha insistait sur la première partie de la phrase, mais les gens applaudissent plutôt pour la deuxième partie. Oui, parce que le révisionnisme, personne ne sait trop ce que c'est, mais le Kosovo, ça, personne n'a oublié. Et c'est avec des petits moments comme ça que Hoxha va essayer de jouer sur ce levier. Un beau jour, il a décidé par exemple de faire construire 700 000 casemates dans tout le pays, soit 1 pour 4 habitants. Aujourd'hui encore, tu peux admirer ces casemates à peu près partout. Cette entreprise complètement folle ne veut dire qu'une seule chose. L'Albanie est le centre du monde et le monde entier mène contre elle un siège éternel. En 1967, Enver Hoxha proclame l'athéisme d'État. L'Albanie est un pays athée. L'athéisme devient religion d'État en fait. Mais j'ai presque envie de te dire oui. Même si ce qui tient lieu de religion d'État, en fait, c'est plutôt le socialisme. Parce que le socialisme a plusieurs points communs avec une religion. C'est un peu un système de croyance avec un espace sacré, un quasi-clergé, des conceptions orthodoxes et des conceptions hétérodoxes. Moi, j'ai parfois l'impression que le socialisme est un petit peu une religion qui s'ignore, qui prétend n'en être pas une. Et cette religion, elle est sans Dieu. Et non seulement elle présuppose l'athéisme, mais en plus de cela, elle le juge indispensable au progrès de l'humanité. Mais pourquoi l'Albanie le fait et pas les autres pays socialistes? Et les autres le font. De très nombreux pays socialistes ont persécuté les religions. L'Union soviétique, la Chine, ceux qui ont vu mon épisode sur Franco penseraient à l'Espagne. Mais c'est vrai qu'on allait rarement jusqu'à abolir légalement la religion. On la persécutait, et ensuite on tablait sur une abolition progressive par la propagande.
On endoctrine les enfants grandissent dans la haine de la religion, et du coup, petit à petit, on arriverait à sa suppression totale. Hoxha, lui, a persécuté les religions bien avant 67. Des dizaines de religieux ont été fusillés pendant l'épuration, les écoles, les hôpitaux et les orphelinats catholiques ont été dissous, ou alors on en a chassé le personnel. L'archevêque de Duras, la plus haute personnalité catholique du pays, est morte en prison. Un évêque et des recteurs de séminaires et des notables catholiques ont été fusillés. Les associations islamiques, quant à elles, qui entretenaient des mosquées et des madrasas, ont aussi été supprimées. Mais jusqu'ici, c'était plus des prétextes. Il faut attendre 1967 pour une interdiction pure et simple. Toutes les mosquées sont alors fermées, les minarets sont rasés, les bâtiments sont transformés en entrepôts. Parfois, avec de la chance, certaines mosquées sont transformées en musées. Beaucoup d'imams musulmans ou des membres de la confrérie des Bektashi sont condamnés aux travaux forcés, certains meurent en prison. La célébration du carême et du ramadan sont prohibées sous peine de prison. Au total, 2169 lieux de culte sont fermés. Et je vous ai pas parlé de la cathédrale de Skodra qui est devenue le palais des sports. La sacristie a été transformée en piscine. La chapelle canoniale est devenue un entrepôt de pneus. Ce qui est tout à fait logique. Dans le monde socialiste, on veut de la production, de l'efficacité pour améliorer le quotidien des gens. Les religions ne produisent rien. Le monde n'est fait que de matière, il n'y a pas d'esprit. Elles ne nous nourrissent pas. Elles sont inutiles et nuisibles à la société. D'ailleurs, le processus d'extirpation est encore plus sévère envers les chrétiens parce que ces derniers sont sommés d'abandonner leurs prénoms. Les prénoms chrétiens sont bannis. Les toponymes d'origine religieuse doivent être effacés. Le calendrier lui-même ne doit comporter aucune fête religieuse. Un peu comme pendant la Révolution française. C'est le retour de Robespierre, quoi. Mais attention, il y a ici une subtilité. Hoxha ne justifie pas l'athéisme par le socialisme, comme il aurait dû le faire. Il le justifie au nom de l'identité nationale. Si on exclut les prêtres catholiques, c'est qu'ils sont des agents de l'Italie. Les prêtres orthodoxes, c'est qu'ils sont des agents de la Grèce. Les imams et les oulémas sont des agents de la Turquie. Tu vois qu'il joue quand même sur la corde nationale, parce qu'elle est entendue en Albanie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il se nourrit d'une idée. Une simple idée, mais qui fait son chemin, et qui va finir par convaincre beaucoup d'Albanais. Celle que les Albanais ne sont pas de véritables croyants. Bah oui, dans l'histoire, ils ont changé de religion comme de slip. Et c'est vrai ça ou pas? Moi, je pense que c'est faux, que les Albanais ont été des croyants sincères. D'ailleurs, Hoxha lui-même finira par avouer que c'était pas forcément un avis très scientifique. Les Albanais ont été de véritables croyants. Simplement, la nation albanaise ne s'est pas construite sur la religion, mais sur quelque chose qui la surpasse, la langue, et à travers la langue, l'albanité. Après, j'ai envie de dire, chaque religion voit bien dans l'albanité ce qu'elle veut y voir. Les musulmans ne se privent pas de dire qu'ils sont majoritaires chez les Albanais, et que l'Albanie est la tête de pont de l'islam en Occident. Les chrétiens, eux, rappellent que Skanderbeg était l'un des leurs, athlète du Christ, et que les grandes coutumes du pays datent de l'époque médiévale, donc chrétienne, et que l'islam a surtout pour effet de figer le pays dans un état rétrograde. Tout le monde entend les choses un peu comme il le veut. Dans les années 90, on ne dit plus que les Albanais sont soi-disant athées, c'est évidemment faux, mais que du moins ils sont naturellement tolérants. Ça, c'est un discours familier très répandu, qui peut être vu comme une prolongation un peu du discours socialiste. Après, pour moi, c'est encore un peu un cliché. Au Kosovo, les Albanais sont musulmans et même très franchement conservateurs sur le plan des mœurs. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on estime qu'une moitié d'Albanais pratique une religion et que l'autre moitié est restée athée. Voilà ce qu'il reste de l'athéisme d'État promu par les communistes en 67. Alors, j'ai entendu parfois dire que Hoxha a plongé l'Albanie dans la misère. Cette manière de présenter les choses est à la fois vraie et fausse. D'abord, l'Albanie a toujours été un pays plus ou moins pauvre. Et c'est vrai que sous le roi Azog, il y avait une vraie dynamique favorable. Hoxha a-t-il accru la pauvreté? Dans un premier temps, non. L'Albanie a reçu des crédits considérables de la part de l'Union soviétique, et quand elle a rompu avec Khrouchtchev en 1960, c'est la Chine qui a remplacé l'Union soviétique dans ce rôle. L'Albanie a reçu des crédits, mais aussi des techniciens compétents, et bien sûr des livraisons de blé. Mais malgré tout, la vie reste dure.
Et elle est d'autant plus dure que le pays s'isole. Dès 1965, le pain est rationné. Les boulangers ont des listes de clients et n'ont pas le droit de vendre leur pain à n'importe qui. Mais c'est vraiment à la fin des années 70 que la pauvreté devient criante. Les rationnements sont plus durs, la viande coûte une fortune, il est interdit de posséder une voiture, le rationnement est partout mais ça ne suffit pas. Hodja est tellement persuadé d'être le seul génie socialiste de la planète qu'il ne veut plus l'aide de personne. Et en plus, c'est à la même époque que les paysans se voient privés de toute propriété privée, ne serait-ce que celle d'une vache. Mais à première vue, on commence à en voir le bout, puisque en 1985, Hodja meurt, et en 1991, le régime communiste s'effondre. Or, il faut dire les choses comme elles le sont, la situation ne va pas du tout s'améliorer avec la fin du communisme. L'Albanie, au moment où elle est sortie du communisme, en 1991, a décidé de défaire la collectivisation des terres. Bon, après, c'est normal, je les comprends. Après toutes ces années, ils ont envie de prendre le contre-pied de la dictature. Mais c'est pas parce que Hodja a appliqué bêtement des dogmes marxistes que maintenant qu'il est mort, il faut appliquer bêtement des dogmes libéraux. Je t'avais dit, la collectivisation, du moment qu'elle n'était pas poussée trop loin, avait au moins permis d'agrandir et de rationaliser les parcelles. Maintenant, en 1991, les coopératives et les fermes d'État vont être privatisées et redistribuées en milliers de petits lots minuscules. J'ai envie de dire, c'est encore de l'égalitarisme, sous une forme libérale cette fois. On ne veut favoriser personne, et donc on distribue les terrains en autant de lots qu'il n'y a de familles. Résultat, tout le monde se retrouve avec 1,4 hectare en moyenne, ce qui est largement insuffisant pour faire vivre une famille, avec pratiquement pas de machines, et dans les montagnes, c'est pire. Pour moi, je vous dis les choses comme je le vois, cette réforme agraire de 91 est tout aussi idéologique que la collectivisation des terres, sinon plus. En parallèle, les Albanais font la découverte de la démocratie indirecte, des élections libres, et par le même coup de la désorganisation de l'État et de la corruption massive, comme dans tous les autres pays d'Europe de l'Est. Je m'y attarde pas, on reviendra un peu sur ma chaîne, sur les déceptions consécutives à l'éclatement de l'URSS. Mais je peux pas m'arrêter là, il faut quand même que je close cette vidéo par le moment où l'Albanie touche le fond. Je veux parler de la crise des pyramides en 1997. Bon après, moi j'aime pas trop l'expression crise des pyramides parce qu'on a l'impression que je vais vous parler d'un pharaon, alors que c'est beaucoup moins fun que ça, désolé. En fait, par pyramide, on veut parler des fraudes pyramidales. Explication. Depuis que les Albanais sont plongés dans l'économie de marché, donc depuis 91, ils sont invités à profiter largement des services bancaires. Sauf qu'en 1995-16, les banques albanaises sont en difficulté. Les Albanais ne parviennent pas toujours à rembourser leurs prêts. Et donc, elles vont se mettre à devenir de plus en plus exigeantes, et beaucoup d'Albanais ne parviennent pas à avoir les conditions nécessaires pour emprunter. C'est alors que les gens vont se tourner vers des organismes plus souterrains, moins officiels, semi-légaux. Ces organismes pratiquent le prêt à intérêt, et parallèlement, elles cherchent à recueillir des dépôts. Peut-être que si vous avez fait un peu d'économie, vous voyez les choses venir. Ces organismes pratiquent la fraude pyramidale. Des fraudes pyramidales? Je connais pas. C'est de l'économie? Juste un tout petit peu, c'est pas trop compliqué. Une fraude pyramidale, ou une chaîne de Ponzi si tu préfères, c'est une entreprise qui ment sur son activité. Elle prétend pratiquer du crédit par exemple ou autre chose, mais en réalité, elle est surtout en train de chercher des épargnants qui seraient d'accord pour placer leur argent chez elle. On va leur proposer des placements très lucratifs. Si tu déposes ton argent chez moi, tu recevras 4% en intérêt tous les mois. Et pourquoi pas 5 ou même 6. Une fois qu'elle a trouvé un premier épargnant, ou pigeon si tu préfères, elle va en chercher un deuxième. Et elle va utiliser l'argent du deuxième pour verser les intérêts du premier. Puis elle va chercher 2 autres déposants pour conserver ses engagements vis-à-vis du premier et du deuxième épargnant. Puis elle va en chercher 4 autres, puis 8 autres, etc. Donc en fait, une société qui pratique la fraude pyramidale semble, de prime abord, être une entreprise en très bonne santé, puisqu'elle propose des placements à haut rendement et qu'elle a l'air de les honorer, en tout cas dans les premiers temps. Mais une entreprise comme ça va faire faillite.
si elle ne crée pas de richesse? Elle est insolvable par définition. Elle est perpétuellement en faillite en réalité. Elle peut tenir, mais pour tenir, il faut qu'elle enfle. Comme une bulle, elle doit toujours chercher de nouveaux déposants, toujours et toujours plus. Or, comme elle a une très bonne réputation, elle peut en trouver des dizaines, et même des centaines, et même des milliers. Des milliers d'Albanais courent vers ces sociétés pour y placer leurs économies. Comme ils ne sont pas habitués à l'économie de marché, comme l'État albanais ne sait pas réguler ce genre de pratique, eh bien en réalité le pays est en train de marcher droit vers un précipice. Tous les Albanais sont séduits par la possibilité d'avoir de l'argent facile, c'est normal. Mais cette situation est extrêmement précaire, parce que le jour où ces sociétés ne trouveront plus d'épargnants, De pigeons? si elles ne trouvent plus de pigeons, eh bien elles vont se déclarer en faillite et se barrer avec le fric. Et c'est ce qui arriva massivement en 1997. Toutes les sociétés frauduleuses se sont effondrées en même temps. En fait, ce qu'on appelle la crise des pyramides, c'est une société qui s'est effondrée, ce qui fait que on a découvert le poteau rose, et ça a commencé à puer pour les autres, parce que les gens commencent à avoir des soupçons. Ils ne se laissent plus pigeonner si facilement. Du coup, les autres sociétés commencent à s'écrouler aussi. Et ça fait un espèce d'effet domino dans le milieu des escrocs. Mais j'ai envie de dire, il y a même pire que ça, c'est que tout le monde s'est fait avoir. Comment ça, tout le monde? Quand je dis tout le monde, je veux dire, oui, tout le monde, près de 2 millions d'Albanais, sur une population totale de 3,5 millions, ont vendu leurs biens pour profiter de ce genre de placement. Ah oui. Non mais là, les Albanais vont tout casser. Tu commences à comprendre. Elle est belle l'économie de marché. On nous avait pas expliqué que c'était comme ça que ça se passait. Du coup, des émeutes terribles éclatent, la police les réprime très durement au prix de 2000 morts dans tout le pays. C'est dans ce contexte de noir complet que les Albanais, scandalisés d'avoir été floués, se mettent à piller les coffres, y compris le trésor de l'État. Ils s'emparent de lingots, de liasses de billets, pire encore, des arsenaux sont vidés, des stocks d'armes. Mais où vont aller toutes ces armes? Beaucoup de ces armes vont bénéficier aux résistants du Kosovo, qui sont en guerre contre la Serbie en 1998. Je te renvoie à mon épisode sur Milosevic. Les Albanais n'ont plus rien à bouffer. Ils sont tellement affamés que des querelles de rationnement engendrent des conflits graves, entre civils. À mesure que l'État est trop faible et n'arrive plus à faire respecter la loi par les tribunaux, eh bien c'est la vengeance privée qui prend le dessus. La loi coutumière devient la nouvelle norme, et c'est le Kanun qui fait son grand retour. Le Kanun, rappelle-moi un peu ce que c'est. Le Kanun, c'est un code de principes coutumiers qui date du Moyen-Âge. Ces principes, c'était l'hospitalité, l'honneur, des choses comme ça. Mais le Kanun est surtout connu aujourd'hui parce qu'il consacre la dette de sang. Les rivalités entre familles se règlent au coup de fusil. Si quelqu'un a tué ton frère, eh ben c'est à toi de le tuer. Si on a tué ton enfant, tu vas te venger sur l'enfant du criminel. C'est vraiment un mode de vengeance privée que on trouve en Albanie, mais qu'on trouve aussi en Crète ou en Corse. Mais tu veux dire qu'en fait c'est une sorte de tradition là-bas. Les grands-parents enseignent à leurs petits-enfants la loi du talion. Ben oui. Et si le fils ne veut pas prendre son fusil et commettre le crime, eh ben c'est le cousin qui le fera. C'est une question d'honneur, c'est une question de famille. La famille est l'unité sociale de base. Pendant le communisme, les gens ne possédaient plus rien en propre, mis à part leur famille. Lorsque le régime avait décidé que tu avais une mauvaise biographie, c'était toute la famille qui était visée. La famille, c'est capital, c'est quelque chose qui se protège et qui se venge. Or, les querelles de sang vont exploser en Albanie pendant les années 90. Et même vont continuer pendant les années 2000, avec des conséquences catastrophiques pour la sécurité. En fait, rien ne va dans ce pays. Des pénuries de nourriture, la pauvreté, des désillusions sur l'avenir de la nation, et maintenant la violence privée. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette situation? Cette sortie du communisme a été un immense gâchis. Que faire? Partir? Quitter l'Albanie? Aller en Europe occidentale? Là, il y a des possibilités. Là, on n'aura plus nos parents pour nous surveiller, on pourra mener la vie qu'on veut. On pourra se laisser séduire par la société moderne occidentale. Et c'est ainsi que l'Albanie rejoint cette grande liste de pays qui se vident de leur jeunesse
pour s'inviter dans les pays d'Europe occidentale. C'est vraiment dommage, cette nation, dont le départ était pourtant assez prometteur, notamment sous le roi Zog, débouche apparemment sur une sorte d'échec complet. Et le Kosovo dans tout ça alors? Pour rappel, le Kosovo a été séparé de l'Albanie après la Seconde Guerre mondiale et poursuit son histoire sous ce que les Albanais pourraient appeler la tyrannie des Serbes. D'abord, les Albanais du Kosovo ont pris de plein fouet l'épuration organisée par Tito après la guerre. Des milliers d'entre eux sont fusillés sous prétexte d'une attitude pro-allemande pendant la guerre. Par la suite, les Albanais se considèrent occupés par une puissance ennemie. D'abord parce que l'entourage de Tito accueille alors de nombreux hommes favorables à l'expulsion des Albanais, voire à leur oppression systématique, comme par exemple Kubrilović, mais aussi parce que le Kosovo est le grand oublié des projets de développement économique de la Yougoslavie. Tyrannie intellectuelle et négligence économique sont particulièrement ressentis par les étudiants de Pristina qui se révoltent en 1981, mais leurs émeutes sont violemment réprimées. Cependant, les Serbes du Kosovo accusent les Albanais de mener contre eux des harcèlements quotidiens. L'arrivée de Milošević, auquel j'ai consacré un épisode sur la chaîne, provoque un changement. Désormais, la tyrannie intellectuelle sourde est remplacée par une terreur nationaliste. Pendant 10 ans, de 89 à 99, les Serbes donnent à leur police et à leurs milices une impunité totale dans leurs agissements. Leurs arrestations, tortures et exactions ferment les écoles albanaises, maltraitent les enseignants et même les élèves, envoient des milliers d'Albanais au chômage forcé. Ces méthodes de brigands ont pour effet de renforcer le désir des Albanais de se séparer de la Yougoslavie. Elles ont au moins l'avantage de les faire passer complètement à la clandestinité, ce qui permet une meilleure préservation de la langue et de la solidarité albanaise dans le privé. Cela favorise également dans certains cas un islam kosovar conservateur. Les Albanais souvent se vengent eux-mêmes sur les minorités serbes du Kosovo. En 1998, l'armée de libération du Kosovo profite du vidage des arsenaux albanais et entame une rébellion. C'est la fameuse guerre du Kosovo. De nombreux guerriers kosovars ainsi que leurs familles sont massacrés et les Albanais fuient vers l'Albanie. Cette guerre, qui allait probablement conduire à une nouvelle répression serbe, fut interrompue par les frappes américaines et le Kosovo obtint une indépendance de facto en 1999 et officielle en 2008, en grande partie grâce aux États-Unis. Néanmoins, dans ce nouveau Kosovo devenu indépendant, les conditions économiques sont très mauvaises, le chômage est gigantesque, la mafia et la corruption sont partout, les tensions interethniques, et notamment à l'égard de la minorité serbe du Kosovo, n'ont pas disparu. L'exil est la solution de facilité pour tous les jeunes qui fuient ainsi vers l'Allemagne, la Hongrie, la France ou d'autres pays d'Europe. L'identité albanaise se heurte à deux problèmes. D'abord, la réunion entre Albanie et Kosovo n'est toujours pas faite et paraît difficile dans l'immédiat. Mais surtout, il y a l'émigration. Les Albanais n'ont visiblement pas assez confiance dans l'avenir de leurs deux pays pour se donner la peine d'y rester et d'y construire leur foyer. Le socialisme de Hoxha est pourvu de tous les vices adjoints à cette idéologie, et qu'on retrouve aussi chez Staline, chez Mao et d'autres. Il a pratiqué une épuration sauvage, il a terrorisé les membres du parti, et comme pour compenser leur anxiété, les membres du parti à leur tour ont terrorisé le peuple. Hoxha a poussé la terreur très loin. Il l'a poussé jusqu'à interdire aux Albanais des choses qui appartiennent à la vie ordinaire. La possession du bétail ou d'un potager, le fait de vouloir aller à la messe, l'appartenance à une religion, ou un simple franchissement de la frontière. N'importe laquelle de ces activités peut vous valoir un emprisonnement, voire la mort. Peu de gens sont à l'abri d'une dénonciation publique. Bien souvent, en cas de problème, le meilleur moyen de ne pas aller en prison, c'est de dénoncer à votre tour quelqu'un dont la biographie est encore plus mauvaise que la vôtre. Et alors pour lui ou pour vous, cela peut être l'envoi dans un camp de travail comme la prison de Spatch, où environ 1400 prisonniers extrayaient à longueur de journée un précieux minerai de cuivre dans des conditions proches de l'esclavage, à des températures pouvant atteindre les 40 degrés Celsius, sous terre. À Spatch, si une équipe de prisonniers n'arrive pas à remplir 900 wagonnets d'une tonne en 24 heures, alors elle est envoyée dans des chambres d'isolation, où les prisonniers doivent dormir dans un froid glacial à même le ciment. Pour les personnes dans l'incapacité de travailler, on leur infligera la lecture des 66 volumes des discours et écrits d'Enver Hoxha.
L'exiguïté de l'Albanie, la faible démographie et le relatif désintérêt du monde ont permis au régime totalitaire de Enver Hoxha de pratiquer ses méthodes sans être inquiété outre mesure. Toutes ces souffrances qu'il impose à son peuple, il estime qu'elles sont justifiées par l'avènement d'un socialisme athée qui réalisera le bonheur de chaque individu. Quelle est la postérité de Enver Hoxha en Albanie? On peut considérer aujourd'hui que la moitié des Albanais le haïssent tandis que l'autre moitié lui conserve une affection sincère. Comment une dictature aussi sanguinaire a pu laisser de bons souvenirs? Ce fait étrange s'explique d'abord par le ratage complet de la transition vers la démocratie libérale. Aujourd'hui, il y a peut-être des élections libres, en Albanie ou au Kosovo, mais il y a aussi une absence totale de perspective et un rôle international anéanti. L'Albanie et le Kosovo intéressent si peu les Albanais qu'ils n'y restent pas. Ils préfèrent venir en Europe occidentale. Ils proclament avec fierté leur albanité, mais cette albanité est déracinée et transportable à loisir. Alors certes, on garde des liens avec sa famille, mais il n'est pas vraiment question de faire sa vie sur ces vieux flancs de montagne. Au contraire, l'Albanie de Enver Hoxha était un pays où les terres étaient cultivées plus efficacement, où l'État était stable, ordonné, rationaliste et maniaque. Les violences privées et les mafias étaient dans l'incapacité de nuire. De plus, l'Albanie avait, par son intransigeance même, une sorte d'ascendant moral fictif sur toutes les autres nations du monde. Ces citoyens avaient donc l'impression de jouer un rôle, ils pouvaient parler de leur histoire avec fierté, comme celle d'une ethnie originale, éveillée depuis le temps des Illyriens, et qui portait en elle-même un penchant pour l'athéisme, ce qui veut dire en langage socialiste, pour la vérité et la justice humaine. On pouvait se permettre de s'annexer des grands empereurs illyriens, comme Aurélien, Dioclétien, Constantin, ainsi que de nombreux héros comme Skanderbeg ou les grands vizirs Koprulu. Après la mort d'Enver Hoxha, les Albanais vont redécouvrir d'autres figures plus complexes, mais certainement admirables, qui ont ennobli leur sang dans l'histoire récente. Un chef d'État lucide et intelligent, comme le roi Zog, un écrivain brillant, comme Ismaël Kadaré, et une bienfaitrice catholique, comme Mère Teresa. Si Hoxha a laissé un bon souvenir, c'est parce qu'il ne maltraitait pas l'orgueil ethnique des Albanais. Il l'autorisait et même tacitement l'encourageait. Simplement, ce nationalisme apparent cache un malentendu. Pour les Albanais, ce discours devait réaliser un irrédentisme. Il devait conduire à la réunion avec les frères du Kosovo. Pour Hoxha, l'Albanie existe d'abord comme messagère du socialisme athée. Voilà l'idéologie à laquelle il fut indéniablement le plus fidèle des disciples. Avec lui, le peuple albanais a souffert, mais il pouvait se glorifier ensuite des mortifications qu'il s'imposait. Enver Hoxha fut une résurrection, en plein XXe siècle, de ce Robespierre qui ensanglantait nos livres d'histoire et dont nous n'avons jamais vraiment réussi à conjurer le spectre. En définitive, Robespierre était le modèle d'après lequel fut tissée l'étoffe du président albanais Enver Hoxha.